Ces enjeux internationaux, ils sont consacrés à une série de penseurs des relations internationales. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Delphine Alès. Bonjour, vous êtes politiste et vice-présidente de l'INALCO. Et je me suis dit qu'il fallait à tout prix faire quelque chose sur Samuel Huntington. Samuel Huntington qui aujourd'hui peut être considéré comme un prophète des relations internationales. Mais je suis sûr que vous aurez à cœur de relativiser cette sensation. Alors pour dire les choses en quelques mots, Huntington s'est fait connaître dans un article de Foreign Affairs en 1993 où il écrivait: Mon hypothèse est que dans le monde nouveau, les conflits n'auront pas essentiellement pour origine l'idéologie ou l'économie. Les grandes causes de division de l'humanité et les principales sources de conflits seront culturelles. Quelques mots tout d'abord, Delphine Alès, pour nous présenter Samuel Huntington. Bonjour. Alors Samuel Huntington écrit effectivement, vous l'avez indiqué, dans un contexte qui est celui de la fin de la guerre froide. Il est un spécialiste du développement politique et il s'attaque à la question des relations internationales dans un contexte qui est celui de l'effondrement de la valeur prédictive des théories classiques des relations internationales et de la fin évidemment du rôle structurant des alignements idéologiques fondés sur des grandes idéologies matérialistes, capitalisme et communisme comme facteurs de conflit. Et il pose la question dans cet article de 1993, dont le titre est terminé par un point d'interrogation, qu'il enlèvera dans la publication du livre qui développe cette théorie. Il pose la question de ce que seront les critères d'une nouvelle grande théorie explicative des relations internationales ou des humeurs à l'échelle mondiale. Alors, ce qu'il observe en premier lieu, c'est la résurgence des identités religieuses et culturelles, en particulier dans le monde musulman. C'est ensuite l'approfondissement des processus de régionalisation économique et politique à l'intérieur même de la mondialisation, et puis la critique croissante de l'ordre international libéral. Huntington se pose aussi en réponse à son ancien élève Francis Fukuyama, qui postulait l'idée d'une pacification progressive liée au développement du libéralisme. Il observe, Huntington, la critique croissante d'un ordre international libéral assimilé à un ordre occidental. Donc il en déduit une approche des relations internationales qui intègre une dimension civilisationnelle et culturelle, mais qui reste statocentrée, ce qu'on a beaucoup oublié dans les simplifications de sa théorie qui ont été faites par la suite. C'est une approche statocentrée des relations internationales autour de grands ensembles dits civilisationnels. C'est une approche qui est par ailleurs déterministe. Il déduit de ce facteur des modèles, ce facteur civilisationnel, des modèles et des comportements politiques, des caractéristiques, et c'est une approche qui est homogénéisante puisqu'elle est fondée sur des critères de définition des civilisations comme de très larges ensembles avec finalement assez peu de points communs d'une civilisation huntingtonienne à l'autre. Voilà, parce que, alors, dans toutes ces théories qui sont des théories extrêmement populaires, il y a un terme qui revient, et alors celui pour Huntington, c'est le choc des civilisations. Ce choc des civilisations, aujourd'hui, on a la sensation, Delphine Alès, qu'on l'a sous les yeux. Alors le très grand avantage de la théorie huntingtonienne, c'est qu'elle se simplifie très facilement et elle repose sur plusieurs biais, je commençais à les évoquer. Une approche très homogénéisante, englobante des civilisations, un très grand déterminisme, aussi un biais de sélection. Le phénomène que décrit Huntington existe bien sûr de résurgence de la référence à des identités et notamment à des identités civilisationnelles, mais on peut difficilement l'isoler d'autres facteurs qu'Huntington ne prend pas en considération dans son approche. On peut difficilement, par ailleurs, considérer que ce facteur est prédictif des conflits internationaux, là où lui en fait un déterminisme. Et puis, il y a un biais de confirmation, qui est moins d'ailleurs le problème d'Huntington que celui de beaucoup de ses Un biais de continuateurs confirmation, c'est-à-dire on dans le voit champ ce qu'on politique. voulait dire. On On, voit ce qu'on voulait voir, on voit pardon. ce qu'on voulait voir et on a tendance à raccrocher a posteriori tout ce qui semble correspondre à cette approche, y compris lorsque ça n'était pas directement évoqué par Samuel Huntington. Oui, non, je voulais juste rajouter, Delphine Alès, que par ailleurs, en matière de biais de confirmation, on a la sensation qu'on a affaire à des chocs de civilisation parce qu'on a les États-Unis qui sont de plus en plus hostiles à la Chine et réciproquement, parce qu'on a bien entendu un monde qu'on dit être le monde musulman qui est hostile à un monde dit chrétien, mais en réalité, Huntington évoque, lui, 8 blocs civilisationnels.
Il évoque 8 blocs civilisationnels, peut-être 9, ça varie d'ailleurs entre l'article de 93 et 96, mais ce n'est pas ce qu'il considère comme étant le plus important. Il considère effectivement qu'on va vers des réorganisations qui sont dans certains cas régionales, dans d'autres fondées sur une identité religieuse à l'échelle mondiale, ça vaut pour le monde musulman, autour d'États qui sont des États pivots, sauf pour certaines de ces aires de civilisation qui ne contiennent pas d'États pivots. C'est le cas pour le monde musulman ou pour l'ère dite africaine. Le problème, encore une fois, c'est que le succès de cette thèse a été d'autant plus important qu'elle se laisse très facilement simplifier ou réadapter aux situations mondiales. Ce qui est probablement l'une des raisons de son succès. C'est l'une des raisons de son succès dans le champ politique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'école huntingtonienne dans le champ académique. Il a été évidemment l'un des auteurs les plus commentés, mais aussi les plus critiqués. Personne ne se revendique stricto sensu de cette thèse dans le domaine académique, alors qu'il a été très très largement repris et qu'il continue à être très largement repris et cité, très souvent d'ailleurs de manière extrêmement simpliste, par un grand nombre de responsables politiques. Steve Bannon s'est référé à Huntington, Mike Pompeo également, Orban, Poutine, Erdogan, Modi, occasionnellement se réfèrent à cette idée d'un choc des civilisations. Mais si on prend un exemple qui a joué un rôle très important dans la diffusion de la thèse du choc des civilisations, les attentats du 11 septembre aux États-Unis. C'est très intéressant parce que Huntington, je le disais tout à l'heure, a une approche des relations internationales qui est statocentrée, dans le contexte de laquelle il y a effectivement l'idée d'un bloc civilisationnel islamique qui s'opposerait à un bloc civilisationnel occidental, mais encore une fois, le déterminant, c'est le rôle que jouent les États dans ces blocs civilisationnels. Le phénomène terroriste est marginal dans la thèse du choc des civilisations, et pourtant, c'est par l'intermédiaire de l'action d'une organisation terroriste qu'est revenu le succès de cette thèse. Bon, mais alors, si on considère par exemple qu'on a affaire à un choc des civilisations aujourd'hui entre la Russie et l'Occident, parce que la Russie se pense comme une alternative à l'Occident, est-ce que Huntington, même au besoin en tordant un peu les théories de Huntington, parce que c'est possible, Delphine Alès, on a le droit de faire ça aussi, est-ce qu'on ne peut pas considérer que Huntington est très utile, très précieux pour comprendre ce qui se passe avec la Russie ? Il est très précieux pour comprendre le discours que les dirigeants russes, comme d'autres d'ailleurs, font aujourd'hui, ou la manière dont ils utilisent et politisent des récits civilisationnels. On a effectivement dans la rhétorique de Poutine et dans la rhétorique d'un certain nombre de ses inspirateurs, Douguine, Karaganov, une référence qui est évidente à la notion de civilisation. On la retrouve aussi dans les discours de politique étrangère des dirigeants indiens, des dirigeants chinois, et cette référence au récit civilisationnel est un phénomène qui est propre au contexte contemporain, au sens où on a aujourd'hui une politisation des récits. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que des identités. Vous voulez dire qu'on a presque un caractère performatif chez Huntington, c'est-à-dire qu'il a réussi à doter un certain nombre de dirigeants de termes, ou en tout cas d'une manière d'informer leur vision des relations internationales, comme s'il justifiait a posteriori un certain nombre de souhaits, de désirs, de stratégies, comme étant des plans civilisationnels. Ce qui est très frappant, c'est qu'une bonne partie des actions qui ont été mises en œuvre, y compris pour contester ou pour aller à l'encontre des prédictions d'Huntington, s'approprie finalement ce qui fonde la base de son approche. On a vu poindre, et en particulier dans les années qui ont suivi le 11 septembre aux États-Unis, un très grand nombre d'organisations ou d'initiatives de dialogue intercivilisationnel. Les Nations Unies ont créé, à l'initiative de l'Espagne et de la Turquie, l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, dans l'objectif de contrer le choc des civilisations. Un très grand nombre d'États ont mis en place des initiatives de dialogue interreligieux, avec à chaque fois l'idée soit explicite, comme dans le cas de l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, soit sous-jacente, l'idée d'aller à l'encontre du choc des civilisations, mais en reprenant en quelque sorte les fondements de cette thèse, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait effectivement un risque de conflit ou des conflits prédéterminés entre des grands ensembles civilisationnels qu'il faudrait donc faire dialoguer dans une forme de co-gestion du monde, comme le recommandait en quelque
quelque sorte Huntington. Il y a une chose qui a été très souvent mal comprise ou mal interprétée de la théorie d'Huntington. On a très souvent considéré que les néoconservateurs états-uniens se fondaient sur une vision huntingtonienne du monde. C'est pas tout à fait vrai. D'un côté, oui, il y avait bien cette représentation de grands ensembles civilisationnels. De l'autre, en revanche, Huntington n'est pas quelqu'un qui prônait l'intervention militaire dans les autres ensembles. Au contraire, il était plutôt en faveur d'une cogestion. Alors, il était en faveur du maintien d'une primauté ou supériorité militaire occidentale et états-unienne en particulier, mais plutôt pour une réorganisation du monde et tout à fait sceptique à l'idée de la possibilité d'un ordre international fondé sur le libéralisme et du multilatéralisme dans ses formes onusiennes en particulier. Mais alors, est-ce que ça veut dire là aussi que l'on a affaire à une utilisation, parce que les néoconservateurs, bon, aujourd'hui, ne vont pas très bien, mais hier, ils pouvaient se prévaloir justement d'Huntington et là aussi proposer une version vulgarisée. Il se prévalait plutôt de l'idée d'aller contre lui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où est publié l'article de Foreign Affairs en 93, les diplomates états-uniens sur le terrain, en Asie en particulier, s'inquiètent de la réception et du succès que rencontre cet article auprès de leurs homologues. On a des câbles Wikileaks d'ambassades américaines en Asie du Sud-Est qui dit qu'il faut s'inquiéter du fait que cette thèse est en train de se répandre comme une traînée de poudre parce qu'elle vient donner crédit à l'idée qu'il y aurait des valeurs asiatiques, une autre approche très englobante et très peu fine finalement de la définition de la civilisation ou des civilisations asiatiques. Mais la thèse d'Huntington vient donner crédit à cette idée d'une opposition entre valeurs asiatiques et libéralisme à l'échelle internationale. Et il faut aller contre cela. Donc ça a été la première réflexion. Ce que disent les néoconservateurs, c'est finalement, il y a une opposition qui émerge, mais il faut jouer au sein du monde musulman, en quelque sorte, le bon islam contre le mauvais islam. Et donc, il est possible d'intervenir et de créer des liens par-delà ce choc des civilisations. Donc, on n'est pas tout à fait dans une mise en œuvre de la thèse huntingtonienne, même si le cadre de référence est bien celui-là. Merci beaucoup Delphine Alès. Je rappelle que vous êtes politiste et vice-présidente de l'INALCO. Dans quelques instants, les chocs des gorilles, ou le choc des gorilles. Les gorilles qui vont bien sont des gorilles qui ont plein de copains.